Notre feu sacré aujourd'hui s'appelle Philippe Dur. Il dessine et fabrique des voiliers racés, restaure les vieux bateaux, gagne des courses sur toutes les mers du globe. Qui est ce seigneur du lac, aux yeux embués de brume quand il évoque le Léman? Bonjour Philippe. Bonjour Viviane. Philippe, vous êtes une sorte de dieu du lac ici. Vous êtes à la fois constructeur, restaurateur, grand navigateur. Alors toute l'histoire a commencé comment? Eh bien, elle a commencé au Creux de Gentot, avec ma grand-mère, qui avait une location de bateaux, 40 bateaux à l'époque. Un joli endroit, je crois, hein, un petit coin de paradis. Le plus bel endroit du monde. Et moi, j'adorais être là-bas avec ma grand-mère et puis lui donner un petit coup de main pour aider aux gens à monter à bord des bateaux, pour leur installer les rames, des petits coussins pour qu'ils soient bien. Et puis le soir, on réceptionnait ces bateaux et puis quand j'avais bien fait mon travail, eh bien, les gens me donnaient une petite bonne main. Et avec ça, eh bien, j'ai économisé des sous pour plus tard construire un bateau. Philippe Dur. D'abord un regard tourné depuis 57 ans sur l'horizon d'un lac, son lac, le lac Léman. Ici, il y avait des grands noms de la voile. Et moi, quand j'étais ici, tout petit, je voyais ces gens naviguer. Et je me disais, moi aussi, je vais être un jour champion du monde de voile. Philippe Dur. Un enfant qui veut se faire un nom dans le monde de la voile. Tôt, très tôt, ici au Creux de Gentot, un petit coin de paradis familial. C'est ici, ça c'était l'enseigne de location de bateaux de ma grand-mère. Au fil des années, on voit plus le Dur. Philippe Dur, un adolescent, un brin nostalgique de ses premières expériences de navigateur aux côtés de son père Kim. Dériveur, vaurien, motte, au club versois une voie navigable, un destin naturellement tracé sur carte marine. C'est le temps de l'apprentissage du lac bien sûr, mais aussi des voiliers. 4 années pour apprivoiser la charpente marine chez les meilleurs constructeurs. Philippe, c'est un personnage important pour la voile suisse. C'est quelqu'un qui est laissé très très jeune ici à Versoix, au bord du lac Léman, à faire de la voile, qui a commencé par des séries olympiques du type Fireball, où déjà on construisait ses bateaux, c'était déjà ce qui lui le passionnait. Philippe Dur, un sens du vent qui l'amène sur tous les plans d'eau du monde, autant d'invitations au voyage, autant de compétitions. Championnat suisse, d'Europe, du monde, au total pas moins de 26 titres internationaux, toutes catégories. C'est un très très grand barreur, très très bon barreur. Et il est d'un grand calme, d'une grande sérénité et également extrêmement concentré. Philippe Dur, un caractère qui en fait le chouchou des yacht clubs. Avec le prince Aga Khan ou le baron de Rothschild, il gagne un nom, plus qu'un nom, une enseigne. Et même une marque de fabrique, de bateaux, des voiliers évidemment. C'est lui qui donne vie au dessin des architectes et donc en ce sens il a parfaitement suivi l'évolution de la voile suisse, il lui a donné un sens. Dans l'atelier, des heures de construction, ou plutôt de restauration. C'est pas un chef d'entreprise qui vit que pour son entreprise, non, lui vit plutôt que pour faire de la voile. Un chantier naval, près du lac, son lac, le lac Léman. Un terrain de jeu, théâtre de toute innovation, un peu à son image. Philippe, il est un petit peu comme le lac Léman, c'est-à-dire un petit peu décontenançant au premier abord, et puis qu'on a de la peine à l'appréhender au début, il est un petit peu bourru, et puis très vite on s'aperçoit que c'est un être passionnant. Car Philippe Dur, ce sont surtout des histoires, une histoire d'amour, une passion, celle d'une vie simple. Philippe, c'est toute une tradition familiale qui vous a amené là. Parlez-moi de votre papa, de l'atelier. Mon père a donc grandi au Creux de Gentot avec sa maman. Plus tard, il a ouvert un chantier naval déjà au Paquis à Genève. Et puis là, il a commencé à faire le premier bateau qui s'appelle le Néreille, qui existe toujours. Là, vous étiez tout petit, là, vous avez quoi, 7 ans? Oui, j'avais 7 ans. 7 ans. Ouais, je me rappelle très bien. Et tout petit, vous étiez bon à l'école? Non, pas trop bon. Non, ça vous intéressait pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas que ça m'intéressait, mais j'étais bien en dessin. J'aimais bien dessiner, d'ailleurs toujours maintenant. Et j'aime bien, par exemple, quand je vais au restaurant, avoir une table en papier, parce que je suis toujours en train de faire des dessins. Et alors, à 16 ans, vous rentrez à l'atelier? Alors non, d'abord, mon père me met en apprentissage à Arolles. Parce que là-bas se trouve un excellent charpentier de marine, qui s'appelle Rino, qui a été mon maître d'apprentissage. 4 ans, je crois que vous êtes resté là. Oui, j'ai fait que 3 ans, à vrai dire, là-bas. Oui. Et parce qu'après, cette personne a quitté le chantier. Et donc, du coup, mon père
n'a pas voulu me laisser là-bas. Donc il m'a mis ailleurs, dans un chantier qui s'appelle le chantier Baumann à Jussy, où là, il y avait 2 personnes de très bon niveau, au niveau construction navale, qui étaient le père et le fils Baumann, et qui, eux, m'ont appris le métier vraiment... Puis après, vous avez été étudier le bois, je crois. Et puis après, alors j'ai voulu apprendre à faire le bois moulé, la construction en bois moulé, et c'est là qu'on a eu la chance de construire le premier Toucan, qui est le premier racer... Donc bateau rapide. Qui est rapide, qui a été construit pour le lac Léman pour gagner le bol d'or. En fait, est-ce que vous avez à un moment imaginé une autre vie que la vie au bord du lac, à construire des bateaux ou à faire des courses? Non, pas tellement, parce que du moment où j'étais au bord du lac, j'ai aimé d'abord regarder le lac et puis après aller dessus. Donc pour aller dessus, il faut un bateau. Alors donc, vous êtes avec un bateau rapide, enfin vous construisez un bateau rapide, et ça doit être un rêve alors du jeune homme que vous êtes à l'époque de le barrer. Oui, surtout que ce n'était pas prévu à l'époque de le barrer, puisque c'était M. Louis Nevera qui devait prendre la barre de ce bateau. Expliquez-nous qui était Louis Nevera. Alors Louis Nevera est une personne qui avait 20 ans d'avance sur son temps, au niveau régate, navigation, donc bateau, ça a été un très grand navigateur, feeling. un très grand régatier. Voilà. Donc il a gagné, il était aux Jeux Olympiques, et puis... donc, et alors un jour, vous avez pris votre courage à 2 mains pour aller lui parler? Voilà, c'est-à-dire que quand on a construit le Toucan, je lui ai demandé si je pouvais naviguer sur le bateau pour l'essayer, puisque je l'avais construit. Et puis il m'a dit oui, Philippe, ok, écoute, on te prendra avec quand tu as construit le bateau. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que son médecin a décidé autrement, c'est-à-dire qu'il a eu des problèmes de santé. Et au lieu d'aller naviguer avec lui, il m'a demandé de le remplacer. Ça, c'était c'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé à la barre de ce bateau, et lui est resté à terre. Et alors tout d'un coup, c'était comme vous trouver au volant d'une Ferrari, en quelque sorte, parce que c'était les bateaux rapides de l'époque. Oui, tout à fait. Ouais. En plus, on a mis à l'eau la veille du bol d'or, le vendredi à 5 h, je me rappelle toujours. Il n'y avait pas de mât, après on l'a descendu en catastrophe à la nautique pour mettre le mât dessus. Et alors, chose extraordinaire, vous avez gagné le bol d'or. Ah oui, et puis avec beaucoup d'avance en plus. On est arrivé vrai avec, je sais plus, 2 heures d'avance sur les autres, c'est incroyable, quoi. On rentrait dans un autre ère, je dirais. Alors ce premier bol d'or, puisque vous en avez gagné plusieurs, oui. C'était en quelle année 71. 71. Et alors vous en avez gagné combien en tout En tout, j'en ai gagné 7 ou 8. 7. Ouais, 7 ou 8. À partir de là, vous vous êtes mis à naviguer pas seulement sur le lac ou sur l'océan, mais dans le monde entier. Vous êtes parti sur toutes les mers. J'ai navigué à peu près sur toutes les mers, ouais, effectivement, comme l'Atlantique. Vous êtes parti en Australie, aux États-Unis. En Pacifique. La régate, c'est vrai que ça attire, ça permet d'aller faire des navigations dans des endroits extraordinaires. Ça permet de voyager partout sur la planète. Tout à fait. Cannes, au petit matin. À quelques pas de la Croisette, c'est l'affluence sur les quais du Vieux-Port. Touristes et spécialistes de voile sont venus assister au dernier jour de compétition des régates royales. Sur les gréements de légende, Philippe Dur et ses adversaires s'activent. C'est un sacré concurrent, c'est un type qui fait pas beaucoup d'erreurs et puis c'est un type qui sent les bateaux sur lesquels il navigue, c'est un type qui connaît bien les classes sur lesquelles il navigue. Justement aujourd'hui, Philippe est à son poste sur South France Australia, un 12 mètres J, un monstre des mers. 25 tonnes à la barre au départ de la régate. À bord, 14 personnes, moitié amateurs, moitié professionnelles, qui veulent conserver le titre de champion du monde obtenu en 2001 sur ce même bateau. Et ils comptent bien sur les qualités de Philippe. La spécificité de Philippe à la barre, c'est sa concentration, son sérieux. Il ne parle pas, il ne bouge pas et il barre. Il fait son boulot. Et constant, tout le temps, constant, qu'il y ait des embruns dans la figure ou pas, il barre. C'est une grande qualité en finesse de barre, dans le potentiel qu'il a à rectifier une chose qui va pas bien, le faire instantanément et toujours dans le calme. Et surtout quand il regarde notre bateau, quand on est en position où il faut dégager l'autre, Philippe regarde ses voiles, il regarde l'autre barreur et dans son regard il y a marqué « tu es mort ». Et il passe. Et c'est vraiment un gagneur, c'est un battant et un gagneur. Un gagneur, mais qui cultive en permanence l'estime de ses concurrents. Il prend jamais qui que ce soit de haut. Il a un respect énorme de ses adversaires. Il est même prêt à leur donner des conseils alors qu'il ne devrait pas, puisqu'il est là pour les battre. Sauf qu'il ne fait pas de cadeaux sur l'eau. Mais cette fois-ci, le barreur ne pourra pas exprimer tout son talent. La mer en a décidé autrement.
Calme plat autour des îles de Lérins. Tous ces bijoux de légende, ces aristocrates des mers sont donc sortis pour rien. La compétition est annulée, faute de vent. À quai d'un bateau à l'autre, une autre compétition s'est engagée, festive cette fois. Et comme à l'accoutumée, Philippe n'est pas en reste. C'est l'ami qui, l'après-midi sur l'eau, fera tout pour être devant vous et qui, le soir, au bistrot, sera un agréable compagnon. Et Philippe est un des meilleurs dans cette spécialité-là aussi. 7 fois champion du monde. Oui. C'est extraordinaire. Oui. C'est un palmarès inouï, ça. Ce que je suis très fier surtout, c'est d'avoir été champion du monde dans plusieurs catégories différentes. Que ce soit 5, 6 mètres, 8 mètres et 12 mètres. C'est pas seulement dans... C'est rare, ça, je crois. Ça, c'est unique même. Et alors, il paraît que votre grand talent, c'est de sentir le vent. Il paraît, oui. Alors, qu'est-ce que c'est sentir le vent? Un exemple. Je fais de la voile sur glace. Sur un lac gelé, on ne voit pas le vent. Parce qu'il y a de la glace, donc on ne voit pas les risées. On ne voit pas les risées dans l'eau, on ne voit rien. Risée, oui. Mais ça m'arrivait 2-3 fois d'attendre le vent. Et tout d'un coup, je mets mon casque, je mets mes lunettes. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, rien n'a changé. Il n'y a rien. Et je prépare mon voilier sur glace, et tout d'un coup, je cours à côté, je pousse, et ça démarre. C'est un 6e sens, ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, c'est peut-être une question d'observation, de regarder les arbres, les nuages. C'est du feeling, je pense. Après, en régate, c'est différent. En régate, bon, là, on voit les risées arriver dans l'eau, on sent... Après, c'est une question de sentir la force du vent, s'il augmente ou il diminue, et aussi sentir si le vent qui arrive sur vous change de direction, arrive un petit peu plus de droite, un peu plus de gauche. Ça, c'est l'entraînement, des heures de navigation, à observer, à sentir. Quand on barre, c'est plus facile de sentir quand le vent change. Et Philippe, je crois que vous attachez aussi beaucoup d'importance à avoir les meilleures voiles, les meilleurs accastillages, les meilleurs gréements. Voilà, obligé. Si on veut gagner, c'est le secret. Hein. Souvent, des gens ils me disent, mais qu'est-ce qui fait qu'on gagne des courses? Mais je dis, c'est le moindre des détails, c'est tous les petits détails, à tous les niveaux, qui font que vous gagnez une course. Le championnat du monde de 6 mètres à Cannes, je l'ai gagné, nous l'avons gagné avec 1 mètre d'avance. Ah oui, c'est rien. 1 mètre. Si on n'avait pas soigné tous les détails, si on avait fait 1 franc d'économie sur un détail, on n'aurait jamais gagné ce mètre. Vous avez dit aussi que gagner, c'est prouver que le bateau est le meilleur. Et en vous entendant quelquefois, Philippe, je me dis que vous parlez de vous comme un cavalier parle de son cheval. Tout à fait, c'est-à-dire que il faut une idée au début. Il faut une idée, on réfléchit ça, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire comme bateau, et puis après on en parle à un architecte, et puis après on en parle à un propriétaire qui est d'accord de le financer, et puis après, tranquillement, on le construit. Pendant la construction, on l'améliore encore, parce qu'on a de nouvelles idées, et puis on travaille beaucoup là-dessus, on travaille toujours en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore mieux, partout. Donc, à un moment donné, eh bien, le bateau est prêt, on a réfléchi à tous les détails, et on va régater. Et si on gagne, eh bien, c'est prouvé qu'on a eu les bonnes idées. Philippe, vous n'avez jamais été tenté par la solitaire ? Oui, j'en ai fait, puis j'ai gagné les 2 premières translémaniques en solitaire sur le lac. Mais la solitaire sur l'océan Non. Non. Malgré les belles histoires? Oui, parce que moi, j'ai une personne qui adore partager ma passion. J'aime partager. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, j'aime bien le partager. Donc, j'attire les gens, j'aime bien que les gens viennent naviguer avec moi. J'ai de la peine à jouir de plein de choses extraordinaires tout seul. J'aime bien partager. D'ailleurs, dans votre chantier, je crois que vous avez beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens autour de vous à qui vous faites partager cette passion. Il y a des gens qui viennent faire des stages, il y en a qui viennent donner des coups de main bénévolement, qui adorent. Et moi, j'adore partager ma passion. C'est toute une ambiance. Tout à fait, oui. Et vous êtes le patron qui met les mains dans le cambouis, qui fait... Ah oui, le bureau, c'est pas trop mon truc, mais il faut en faire quand même. Et moi, ce que j'aime bien, c'est sur le terrain. J'aime bien être avec les ouvriers, j'aime bien être à l'établi, moi j'aime bien travailler. Même à terre, Philippe Dur est encore à bord d'un bateau. Au chantier naval du Vieux-Port, aujourd'hui, il faut réparer le mât d'un vieux voilier. Et le chef d'entreprise est le premier à s'activer au milieu des établis, tournevis et autres rabots. Un chef d'entreprise pas comme les autres. C'est
c'est pas un patron super directif. Il va dire quand ça va pas, il va jamais s'énerver. Donc, des fois même il s'énerve pas. C'est pas la vie d'usine, quoi. C'est vraiment un travail familial, je dirais. Et tous les jours, on apprend quelque chose et tu peux toujours lui piquer sa connaissance. C'est la crème des patrons. Des gréements en bois aux multicoques en composite, en passant par les bateaux de compétition, en 30 ans d'activité, Philippe a su évoluer avec les matériaux. Je pense qu'il est exigeant pour lui-même. Il veut toujours que ça soit le mieux possible. Un goût pour l'excellence qui lui vaut le prix 2005 du meilleur artisan genevois. Une exigence héritée de son père. Oui, c'est-à-dire que quand j'avais 14-15 ans, jusqu'à j'ai commencé l'apprentissage sur le bateau, mon père il m'avait construit un petit atelier qui est là au plafond. Je montais avec l'échelle et puis je construisais mes bateaux là-haut, les Fireball à l'époque. Donc chaque hiver, je construisais un bateau neuf et puis en automne, je le revendais. Puis avec l'argent, excuse-moi, il y a le téléphone. Avec l'argent, je construisais le suivant. Chantier naval du Vieux-Port, bonjour. Philippe n'a que 24 ans lorsque son père lui confie la responsabilité du chantier familial. Difficile alors de se séparer des quelques témoignages de cette époque qui s'entassent dans le hangar. Alors, le plus symbolique pour moi, c'est parce que c'est le premier bateau qui a été construit ici par mon père. Mon père, il vit encore et il le voit presque tous les jours. Et j'ai pas envie que mon père voie son fils démolir le bateau qu'il a construit là. You-You, Snipe, 5,50 m lacustre. Dans son hangar, le constructeur s'est trouvé une nouvelle mission, recréer un petit musée de la voile suisse. Quand tu arrives là le matin et que tu vois tous ces bateaux, tu peux raconter l'histoire du lac, c'est comme génial, quoi. Alors Philippe, donc constructeur, navigateur, et puis je crois que vous avez une passion aussi, la passion des vieux bateaux. Les vieux bateaux, c'est extraordinaire. Comme des maîtresses, les vieux bateaux. Hein. C'était des belles maîtresses. C'est exigeant. Oui, c'est-à-dire qu'il faut toujours les caresser dans le bon sens du poil, il faut les reponcer, il faut les repeindre, il faut toujours qu'elles soient propres, il faut toujours qu'elles soient belles. J'aime bien naviguer sur un bateau propre, j'adore ça. Et vous avez des belles histoires là sur les restaurations de bateaux. Tout à fait, oui. C'est un peu ma passion en ce moment, c'est de retrouver des vieux bateaux qui ont 50, 60, 70 ans, et puis les refaire aussi beaux qu'avant. Et qui durent aussi longtemps qu'avant. C'est ça qui est important. Alors ça a commencé quand? Le premier bateau que vous avez restauré, c'était lequel? C'est une bonne question, ça. Peut-être Ballerina 4 quand même. Ballerina? Ouais. Alors Ballerina, c'est un bateau mythique, il faut expliquer ce que c'est. Alors Ballerina 4, c'est un bateau qui a été dessiné par Henri Coponnet, qui était un très grand architecte genevois, et puis construit à Corsier-Port, qui était un très grand chantier pour la construction de bateaux. Et puis qui a eu un destin formidable, surtout. Tout à fait. Et puis après, qui était aux Jeux Olympiques avec, et qui a gagné la médaille de bronze à Rome. Voilà. Et puis voilà, donc les bateaux qui ont ramené une médaille, il n'y en a que deux. Donc il y a le NAC et puis le Ballerina. Donc on voulait sauver ce bateau. Donc avec M. Bugnon, on a décidé de le refaire tout beau comme à l'époque. Donc ce bateau était dans un hangar là depuis 22 ans. Ah oui. Donc abandonné. Tout abandonné, ouais. Et puis tout démonté de partout. Et puis là on l'a refait vraiment, je dirais à 60% le bateau. Là, c'était presque une reconstruction alors du Ballerina. Oui, mais non, attends, c'est quand même restauration. Hein, j'y tiens, attention. Et ça vous a valu un grand prix, le Grand Prix de l'Artisanat en 2005. Oui, tout à fait. Donc et là, alors ça, c'est une autre distinction. Donc il y a une belle émission qui a été faite sur la restauration de ce bateau. Et puis là, je pense que ça a dû flasher quelques personnes sur ma passion de restaurer ces bateaux. Et puis là, j'ai eu la chance de recevoir ce prix extraordinaire qui est meilleur artisan de Genève, dans le cadre de la construction navale. Ça, c'est un très beau prix. C'est un beau prix. D'ailleurs, j'ai été très ému quand j'ai reçu ce prix. Et je leur ai dit assez rapidement, quand tout le jury est arrivé au chantier pour m'annoncer la nouvelle, j'ai dit, vous savez, c'est fantastique. Pour être champion suisse, il faut 10 ans. Pour être champion du monde, il faut 20 ans. Pour être le meilleur artisan dans son métier, il faut 30 ans. Ça fait 30 ans aujourd'hui. C'est beau. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que le jury qui a décidé, il y a aussi mes collègues qui ont d'autres chantiers, qui ont dit, mais donc écoutez... vos concurrents, en quelque sorte.
Bon, il y en a qui disent concurrents, moi j'aime bien dire collègues. Oui, c'est bien. Et qui ont aussi appuyé pour que je reçoive ce prix. Donc c'était une unanimité autour de vous. C'était de la reconnaissance, quoi. C'est génial. C'est vrai. Alors le Ballerina n'est pas le seul bateau que vous ayez reconstruit ou restauré, puisqu'ensuite vous avez eu une grande aventure avec un bateau que vous avez récupéré au Guatemala, je crois. Oui, exactement, le bateau Elena, 1913. Alors donc, un autre amour. De nouveau, donc l'idée de départ c'était de restaurer un vieux bateau. J'avais envie de restaurer un vieux bateau. C'est l'histoire d'un rêve, celui de deux marins, Alain Linder et Philippe Dur, qui un jour ont fait la rencontre d'un vieux gréement. Un bateau presque centenaire, Elena. Un ketch hauturier de 18 mètres, objet de toutes les attentions. Et puis là, quand il y a une fissure comme ça, alors j'aurais tendance à gratter de nouveau. Car lorsque Alain découvre pour la première fois le bateau au Guatemala, il ressemble à ça. Après des années de bourlingue, Elena est à l'abandon, amputée de ses mains. Le plaisancier est transporté jusque dans la campagne genevoise. 2 soirs par semaine, sous ce hangar fragile, Philippe et ses amis, tous bénévoles, démontent puis restaurent le voilier, pièce par pièce. Philippe, c'était le moteur et il a cru en nous. L'engagement de Philippe fait qu'on ne pouvait pas abandonner. Quand on a quelqu'un de sa valeur, il a fait environ 8000 heures de bénévolat pour nous. Et de la part d'un patron de chantier naval, à ce jour, j'en reviens encore pas. 10 ans de travail, de patience et de précision pour redonner à ce petit bijou des mers ses caractéristiques d'origine. Un bateau, c'est long à faire. Moi, j'ai construit beaucoup de bateaux dans ma vie. Le jour où on sort du port avec, on oublie tout ça. On oublie. Tu oublies tout le temps que tu as passé. Tu sors du port, tu as oublié. Maintenant, c'est navigue. C'est l'histoire d'un rêve, celui de 2 marins, rejoints désormais par près de 70 bénévoles, récompensés de leurs efforts. Santé, bonne croisière, on dit. Elena, chef-d'œuvre d'élégance, peut à nouveau sillonner les mers de la planète. C'est important pour vous le passé, ne pas laisser mourir le passé. C'est pas laisser mourir, c'est laisser une trace sur cette terre. C'est garder les belles choses qui ont été faites à l'époque. À l'époque, ils faisaient des beaux bateaux quand même. Maintenant, c'est plus le cas, malheureusement. Je crois que maintenant, vous avez même qualifié les bateaux en matériaux composites de Tupperware. Exactement, c'est-à-dire que les bateaux deviennent plus larges, moins effilés, ils sont en plastique. C'est différent, c'est leur retour aux sources, c'est essayer de vivre comme ils vivaient à l'époque, c'est essayer de naviguer comme ils avaient à l'époque, de régler, de barrer, ressentir les sensations qu'ils avaient à l'époque. C'est ça que j'aime bien. Et les autres projets, Philippe? Ouh là là, j'ai un grand rêve. Vous savez, quand on fait le tour du lac, chaque année, on voit plein de maisons au bord du lac qui ne sont pas habitées. C'est vrai. J'aimerais faire revivre une maison. J'aimerais refaire vivre une maison comme à l'époque. Imaginez-vous, vous retrouvez une vieille maison qui est abandonnée, de 1900. Devant, il y a un port. C'est le rêve. D'abord, on restaure la maison. Et puis, on la fait revivre. Et puis après, on met les bateaux dans le port que j'ai restauré. Et on fait venir des amis. Mais c'est formidable, ça. Donc, en fait, c'est le rêve de Terrien, le prochain rêve. Oui, disons que bon, les bateaux, j'en ai construit, j'en ai restauré, ça continue. Il faut trouver un décor à tout ça. J'ai jamais habité au bord du lac, sauf à l'époque de ma grand-mère. Alors ça sera un retour aux sources. Oui. Après une grande croisière. Tout à fait. Et puis on va vous en souhaiter tout plein des belles croisières, Philippe. En tout cas, vous nous en avez fait une aujourd'hui. C'est la croisière. On a rêvé ensemble. La croisière de passionnés du lac et puis des bateaux. Alors, bonne croisière, Philippe. Merci. Et bien. bonne chasse pour cette maison. Oui. On va tous y participer. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Tout à fait. C'est pas fini. Jamais. Au revoir, Philippe. Au revoir, Liliane.